Salut, c'est Fred Barvec. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode, je vous présente Nicolas, coach sportif de son état. Nicolas, c'est la force tranquille. Quand tu poses la main sur son épaule, tu sens qu'il est planté là, présent à ce qu'il entreprend. Et moi, je le trouve hyper touchant. J'avais envie de vous le présenter pour une raison simple. Il est passé d'un master d'urbanisme au statut de coach professionnel, très motivé par les questions de santé, en passant par une carrière de catcheur. On se retrouve donc avec lui, autour de la table, avec un petit café. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut Nicolas. Salut Fred. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça va? T'es bien installé? Parfait. Ouais, tout va bien? T'es relax? Ok. On va peut-être commencer doucement. Tu vas peut-être nous dire... tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas te présenter déjà. Ok, je suis Nicolas Villaume, j'ai 43 ans. Je suis papa de deux garçons. Un premier, Daniel, qui a 10 ans, et un deuxième, Noé, qui a tout juste 8 mois. Ok, donc il doit un peu t'occuper en ce moment-là. C'est ça. Mais il grandit bien, il est très gentil, très souriant. Donc, Bon, c'est parfait. Est-ce que tu peux dire, toi, en 2 mots, comment on se connaît? Ça fait depuis mars de l'année dernière que je te coach, toi et ta femme. C'est ça. 3 fois par semaine, donc dans un objectif de remise en forme. Et vous vous débrouillez franchement bien. C'est vrai, tu trouves? C'est un plaisir de vous coacher, oui. Oui, c'est vrai, et tu as pas mal de mérite parce que on partait un peu de loin. Tu nous as trouvé pas très en forme quand tu es arrivé. Vous êtes toujours beaucoup plus en forme maintenant qu'avant, mais vous n'étiez pas si mauvais que ça quand même. Vous aviez quand même de bonnes bases. Toi, avec le cardio, avec les années de course que tu avais fait, il y a quelques temps, mais tu avais quand même fait du foncier sur ça il y a quelques années. Et Sophie qui faisait quand même aussi beaucoup de yoga, d'étirements, donc c'est quand même de bonnes bases. Hein. Bon, après on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant. Nous, ce qui nous a marqué, c'est de voir qu'on peut vraiment s'y remettre un peu à tout âge, tu vois. Non pas qu'on se considère vraiment comme très âgé, mais c'est vrai que tu te dis, passé 50 ans, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour moi? Et en fait, on s'est aperçu avec toi que pas forcément, en fait. Oui, le corps est fantastique, le corps a une mémoire, et les aptitudes qu'on n'utilise pas, elles perdent, elles partent, mais elles peuvent aussi revenir très rapidement si on les sollicite. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'est jamais trop tard pour se remettre au sport. On a toujours fait de l'activité physique, que ce soit du jardinage, du ménage ou du sport, et c'est des aptitudes qui reviennent. Bon, en tout cas, nous, avec toi, on le démontre à chaque séance, parce qu'on est même épaté nous-mêmes de justement des progrès qu'on peut être amené à faire auxquels on ne s'attendait pas. Raconte-nous un peu d'où tu viens, où tu as grandi, quel a été un peu le contexte de ton enfance. Alors, le contexte de mon enfance, j'ai un père qui est militaire, qui était parachutiste, qui était infirmier. Donc, qui était un peu dans une élite militaire. Du coup, on a pas mal déménagé pendant mon enfance. Donc, on a fait Carcassonne, Pau, Bordeaux. Et, au gré de ces mutations, quoi, en fait. Au gré de ces mutations, tous les 4 ans. Et ma mère était au foyer, donc elle a pu s'occuper de nous. Donc, j'avais un grand écart d'activité entre mes 2 parents. Donc, mon père super actif. Et souvent en déplacement, j'imagine? Souvent en déplacement jusqu'à mes 3 ans, après où il a décidé d'essayer de se calmer tout ça pour pouvoir mieux s'occuper de nous. Et en fait, très rapidement, autour de 8 ans, ma mère est tombée malade, elle a eu une leucémie. Et donc j'ai toujours connu ma mère assez diminuée physiquement. Donc je pense que dès le départ, dès ce moment-là, j'ai compris que la santé était importante dans la vie. Je ne savais pas forcément comment en prendre soin, quoi en faire, mais j'avais vraiment mes 2 parents en modèle, donc un père très sportif, une mère un peu diminuée physiquement, mais qui s'occupait beaucoup de nous. Et donc c'est un peu des guides, je ne le savais pas encore, mais qui m'ont poussé. Et effectivement, on a déjà un peu les 2 signes, c'est-à-dire le sport, incarné par ton père un petit peu, et puis cette notion un peu de soin, de prendre soin de soi-même. Donc tu as déjà quand même là une petite flamme qui s'allume de ce côté-là. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Après les déménagements, moi je les ai assez mal vécus. Tu avais des frères et sœurs? J'ai une sœur. Tu as une sœur? Plus grande, plus petite? Plus grande que moi. Plus grande que toi? Ok. Les déménagements, j'ai assez mal vécu parce que ça tombait mal. Au niveau, on a déménagé à Pau. 2 ans après, il a fallu passer au collège.
2 ans de collège, il a fallu passer à Bordeaux. Donc finalement, tous les 2 ans, je changeais de ville. Donc en gros, à chaque fois que tu faisais un peu ton trou, que tu commençais à nouer un peu des contacts, enfin d'avoir des relations un peu intéressantes et sympas, paf, fallait repartir. C'est ça. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Pendant mon adolescence, j'ai commencé à me mettre au basket. J'ai vachement aimé le basket. Mes parents m'ont inscrit à Gustave Eiffel à Bordeaux. D'accord. Donc pour essayer de viser un peu l'élite, faire un peu comme ma sœur. Un bac S pour viser une école d'ingénieur, pour viser... Parce que ta sœur, elle était un peu dans ce cursus-là, un peu scientifique. Oui. Et moi, ça m'a... Gustave Eiffel, le côté élitiste, le côté théorique des études, ça m'a un peu perdu. Et donc j'ai fait une seconde, une deuxième seconde, j'aurais pu faire une troisième seconde, tellement j'arrivais pas à décoller. Mais t'étais pas bien, quoi, c'était pas ton élément. Ouais, j'étais vraiment pas bien. Et il y avait un atelier collaborateur d'architecte qui faisait une fois par semaine, j'y suis allé. Et en fait, ça m'a permis de me redécouvrir. J'arrivais pas forcément à bien m'exprimer au niveau du français, au niveau de la rédaction, mais de passer par des dessins, par dessin d'art, par dessin d'architecture, par ce média-là. Autour du bâtiment, ou c'est vrai que dans les écoles d'architecture, enfin dans ce cursus-là, il y a aussi la possibilité justement de travailler sur l'art en général, mais donc c'était pas forcément que sur le bâtiment, je veux dire. Non, même sur l'histoire de l'art, tout ça, en fait, de partir sur quelque chose, mais du coup qui redevenait concret. Les mathématiques qui sont théoriques, où on calcule... Quand je dis toujours à mon fils, quand sur une équation il y a plus de lettres que chiffres, ça devient compliqué. Là, de passer sur des métrés de maths, calculer le nombre de béton qu'il y a dans un bâtiment, ça devient tout de suite beaucoup plus concret. Je suis passé de 2 en maths à 18 en maths. Voilà, en 2 mois d'été. Tout simplement parce que ça devenait pragmatique. Voilà, ça devenait concret. Donc en fait, j'ai compris que là, il me fallait du concret. Donc là, tu es à l'âge de la seconde, ce que tu disais, de deuxième seconde, là, donc tu es dans l'adolescence, quoi. Oui, c'est ça. Donc je comprends que je suis pas forcément câblé comme tout le monde. Le théorique, ça me va pas. Le français théorique, les maths théoriques, ça me va pas. Mais dès qu'on va dans le concret, j'arrive à m'exprimer. Donc, parce que tu mets du sens, en fait. Tu as besoin de mettre un sens. Je comprends l'intérêt, du coup. Donc avec ce brevet de technicien... donc tu passes un brevet de technicien. Voilà. C'est niveau bac, mais c'est pas le bac. Donc on peut pas aller à la fac. Donc du coup, je me vois pas rentrer dans le milieu du travail. Mes parents déménagent à Toulon. Du coup, moi je dis, qu'est-ce que je fais? Il y a un BTS bâtiment Antibes. Donc, du coup, qui lui t'est accessible. Voilà, accessible. Il y a une passerelle. Donc j'y vais. Là aussi, ça se passe très bien. C'est concret. C'est pour devenir chef de chantier, conducteur de travaux. Donc pareil, ça se passe. C'est carré, ça se passe bien. Qu'est-ce que je fais après? Je me sens pas d'aller travailler. On va regarder les études. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que quand même, il y a toujours ce côté un peu. Au départ, la porte d'entrée, c'est que je suis pas très très à l'aise dans les études, mais finalement, tu as vraiment pris le goût d'apprendre, en fait. Oui, c'est une fois qu'on met du sens, les choses se déroulent. Et en fait, là, sur ce BTS bâtiment, j'étais un peu frustré par exemple, faire un rond-point. On sait comment faire le rond-point, on sait comment faire un bâtiment, mais quel est le rôle du rond-point dans la ville? Quel est le rôle de ce bâtiment dans la ville? Et en fait, je me disais, j'ai envie de pouvoir réfléchir aussi à ces décisions-là. Donc, au lieu de regarder, de regarder vraiment le bâtiment en lui-même, je dézoome pour voir plus loin, pour voir au niveau de la ville comment ça se passe. Et donc il y a eu un IUP à Grenoble, donc je l'ai fait, pareil, ça s'est bien passé, c'était très intéressant. J'ai pu bosser dans un cabinet d'architecte en même temps que faire les études. Donc tu baignais toujours dans ce milieu-là, toujours un peu l'architecture Pareil, très bien, très intéressant. Après l'IUP, un master en urbanisme. Donc tout ça, ça coule de source. Voilà, tout ça, ça coule de source. Mais tu as toujours... tu ressens pas encore le besoin d'être vraiment dans le concret, tu es toujours dans l'apprentissage. Tu t'es pas dit, parce qu'avec un parcours comme le tien, on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, les sollicitations soient trop fortes, ne serait-ce que par rapport à tes motivations. Toi, de te dire, je vais tout de suite aller sur le terrain maintenant. Non, tu as besoin d'être toujours dans le... J'étais dans l'apprentissage, mais il y a quand même donc, un cabinet d'architecte chez qui j'ai fait un stage qui m'a proposé de travailler. Donc je travaillais en mi-temps en faisant les études. Donc tu conciliais les deux, quoi. Et
Et en fait, oui, c'est que finalement, au bout d'un moment, les études, on y prend goût, hein, au rythme, c'est un rythme vachement sympa. Ouais. Hein, Et à la fin des études, à la fin du master, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, bah, je trouve un boulot, ok, mais qu'est-ce que je fais en dehors du boulot? Et grand vide. Donc tu as à ce moment-là un master d'urbanisme, oui. c'est ça. Donc tu es vraiment un urbaniste, quoi. Voilà. Vraiment. J'avais une petite spécialité au niveau de la cartographie, Ouais. parce que justement, j'avais toujours cette prédisposition à communiquer au niveau du dessin, au niveau des présentations PowerPoint, au niveau du visuel, plutôt que par écrit, que plutôt que par l'élocution, ce genre de choses. Donc j'avais quand même toujours une petite spécialité par rapport à ça qui me démarquait des autres. Et donc en finissant ce master, qu'est-ce que je fais le soir? J'ai repensé au basket que j'avais mis de côté, j'ai essayé de me mettre un peu au basket, et puis j'ai pas retrouvé le niveau que je voulais. Il y avait une salle de sport qui était pas loin. Je me suis inscrit à la salle de sport, et là ça a été le début, quoi. Une illumination. Donc de pouvoir aller tous les jours faire un petit peu, et tous les jours essayer de progresser un peu plus. En fait, je me suis rendu compte que le sens que je mettais dans les études, c'était tous les jours essayer de quelque part devenir plus intelligent, avoir un peu plus de réflexion. Et à la fin des études, j'ai décidé de creuser, mais du coup sur le côté physique. Alors c'est intéressant parce que ça aussi, on y reviendra tout à l'heure sans doute, mais effectivement, nous, maintenant qu'on te connaît un peu, on a le sentiment, tu parles très très souvent justement du processus de formation, tu es en quête permanente en fait de faire évoluer ton savoir, c'est un truc qui est très important pour toi, ça. Oui, j'ai l'impression que chaque jour qui passe, c'est une occasion de progresser. De 1% par jour, c'est déjà énorme. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a conduit. Et alors il y a quand même quelque chose qui me surprend un peu, c'est qu'on a l'impression que quand tu as terminé ton cursus, que tu as obtenu ton master, on a eu l'impression j'ai eu l'impression dans ce que tu viens de me raconter que c'était la fin de quelque chose. Tu avais ton master, oui. Et tu avais besoin de te tourner vers autre chose. Parce que là, tu viens de nous dire, du coup, j'ai terminé mon master, et puis je me suis demandé ce que je pourrais faire, et hop, tu es parti vers le sport. Donc, est-ce que ça veut dire que tu t'es détourné totalement de l'urbanisme en te disant j'ai mis une fin à la boucle ou... C'était l'urbanisme, il fallait que je m'y mette au niveau du monde du travail. Ouais. Donc, au niveau du monde de travail, j'ai été sollicité par 2 entreprises. Une entreprise. Il y avait du boulot dans ce secteur, je me rends pas compte quand on sort avec un master. Quand je suis sorti des études, oui, directement, j'ai eu deux grosses offres d'emploi qui sont arrivées. Une qui allait me permettre de travailler à Paris et à moyen terme à Dubaï, aller travailler sur des chantiers, conducteurs de travaux, donc vraiment des gros chantiers, et je ne me voyais pas aller travailler à l'étranger et gérer des chantiers comme ça. Ouais. Donc j'ai préféré le contrat qui était sur Bordeaux. Donc là, à ce moment-là, j'étais à Lyon. Donc revenir sur Bordeaux, la ville que je connaissais, et faire donc un cabinet urbaniste cartographe. J'ai fait une année urbanisme cartographe, toujours en ayant en parallèle du boulot mon activité sportive, essayer de m'entraîner 1 heure tous les jours, qui n'était pas forcément très simple, parce que il y a des priorités dans la vie, j'avais pas forcément les bonnes priorités à ce moment-là. Des fois, je préférais aller m'entraîner plutôt que creuser le travail. Il y a eu une baisse de marché due aux élections, donc un peu moins de c'est ça, le budget a changé. Voilà, au chômage. On m'a proposé de me mettre à mon compte, mais clairement à ce moment-là, j'avais pas la maturité pour monter mon entreprise. Une année de chômage où finalement je suis vraiment tourné vers le sport. C'était ce qui me motivait tous les jours et du coup, tu avais le temps, tu pouvais investir ça. C'est ça, je pouvais vraiment faire ça, mais c'est vraiment au chômage, je me lève le matin, qu'est-ce que je fais de ma journée? Dans l'urbanisme, les offres d'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc ça devait être la NPE à l'époque. Entre guillemets, eux ne m'ont fourni aucune offre en un an, quoi. Donc il a fallu que je cherche, que je vois si je veux est-ce que je déménage, est-ce que je reste sur Bordeaux. Finalement, j'ai choisi de rester sur Bordeaux. Surtout que tu avais finalement, de ce que tu dis par rapport à ton histoire, tu avais enfin la possibilité de toi de faire un peu ton nid, ton trou quelque part, te poser un peu, donc éviter les déménagements encore, quoi. Pendant cette année de chômage, ma mère est décédée. Donc une période, j'imagine, compliquée à gérer. Alors, attends un peu. Explique-moi là, parce que là, on est passé un peu vite. Donc, tu te retrouves
au chômage. Oui. Tu viens de nous dire que tu as perdu ta maman. Oui. Il n'y a pas énormément de boulot dans l'urbanisme. Donc te voilà dans une période compliquée là. Oui, avec le sport en fil rouge quotidien. Et donc tu as le sentiment... Alors quel âge tu as à ce moment-là? J'ai 25 ans. 25 ans. Ouais. Ouais, 25 ans, je perds ma maman. Donc elle est décédée du jour au lendemain par une septicémie. En fait, depuis mon enfance, elle a toujours été dans un état de santé un peu faible, un peu précaire. Elle a déjà eu un retour de cancer qu'elle a réussi à abattre une deuxième fois. Et là, elle part du jour au lendemain. Et donc, c'est un gros coup d'assommoir, quoi. C'est ça. Et toi, tu as tout ton monde là, tu as l'impression un peu que la Terre, elle tourne dans un sens un peu différent du tien, parce que au niveau du boulot, tu te poses des questions, ta maman qui s'en va, enfin, d'un seul coup, tout est remis un peu en cause là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, je trouve... Et donc la salle, quoi, en fait. La salle, oui, en quotidien. Voilà. Quelque chose ça fait déjà partie de ta vie. C'était déjà la béquille pour le chômage. Donc du coup, je pense que la deuxième béquille pour me changer les idées, c'est le catch. C'est le catch. Alors comment ça arrive, ça, le catch? Comment tu tombes sur une annonce? Comment on devient catcheur? Le catch, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais adolescent avec ma mère à la télé, qui regardait ça à l'époque avec son père. Donc, et je me pose la question, où est la limite entre le vrai et le faux? C'est ça, dans le toujours la question qu'on se pose, voilà. D'ailleurs, le catch. Hein. Donc j'ouvre la porte du club de catch. Donc tu te renseignes, tu sais qu'il y en a un déjà, t'avais vu? Il y a un petit club, donc je vais voir, et puis c'est très cool, c'est très détendu. Comme j'ai de bonnes capacités physiques par rapport aux autres, très rapidement je retrouve... À ce moment-là, ça fait combien de temps que tu es à la salle? Ça fait déjà plusieurs années? Oui, ça doit faire 2-3 ans. Ok, donc tu as déjà pris un peu en masse, j'imagine, donc exactement. Physiquement tu les intéresses aussi, quoi. Okay. Et c'est beaucoup des jeunes de 18 ans, moi je dois avoir, c'est ça, j'ai 25 ans, donc je suis tout de suite un peu plus costaud, un peu plus mature, donc c'est intéressant. Et tu te fais des potes là? T'es vraiment bien accueilli? Une deuxième famille. Donc finalement, avec tous les déménagements, j'ai jamais vraiment réussi à me structurer un groupe d'amis autour de moi, et par le catch, j'arrive à me faire un groupe d'amis. On est presque dans l'histoire universelle, le coach de catch on est Cherokee un peu. Peut-être, après tu sens ça un peu, l'ambiance club comme ça? Oui. En fait, le catch, pour lever un peu le voile, c'est de la cascade. On sait plus ou moins ce qu'on doit faire, mais il y a beaucoup d'improvisation. Mais quand on se donne une chute, quand on chute, quand on tombe, même si ça amortit, ça fait mal. C'est ça. Quand on se donne des coups, quand on se donne des atémies, c'est des claques sur le torse. On ne peut pas blesser l'autre, donc on peut y aller à fond, donc ça fait mal. Quand on se donne des coups de poing, on se les donne à 75% de la force. Ça tape, ça fait mal, mais ça ne met pas KO. Le but, c'est de ne pas blesser l'autre. Le but, c'est de raconter une histoire. Donc pour raconter une histoire, on suit une trame narrative. Du coup, c'est différentes étapes qu'on va avoir dans un match de catch, pour pouvoir amener le public où on veut. Donc ça veut dire que tu dois apprendre, toi, à encaisser les coups, et tu dois apprendre à en donner en les freinant, quoi. Oui, c'est ça. Tout en donnant l'illusion qu'on est dans un truc un peu spectaculaire, un coup qui part... Et apprendre à lire l'autre, comment il se déplace, on est à quel moment du match, donc du coup il doit faire telle prise. C'est chorégraphié ou c'est de l'improvisation? Oui, alors on va dire... Faut pas casser le mythe. Non, mais il y a les deux, mais généralement les catcheurs débutants ils chorégraphient tout, mais c'est au détriment des interactions avec le public. Et les interactions avec le public priment par rapport aux prises. Quand on commence à devenir bon, on arrive à improviser, et là ça commence vraiment à devenir intéressant. Et après, quand on est sur des formats télé, donc tout est chorégraphié, il y a très peu de... Tout est chorégraphié parce que justement, on va jouer avec les caméras, avec les angles pour pas voir les chutes. Alors du coup, je me dis que ça mériterait presque un podcast à part entière, le catch. Mais tu te retrouves assez vite à être en... Comment ça se passe? C'est des prestations? Comment on appelle ça? Des compétitions? Non, c'est des galas. Des galas, c'est ça, des galas. Le terme paraît comme ça adapté. Et alors tu te retrouves assez vite à participer à des galas ou... Oui, assez vite, peut-être même trop vite. Parce qu'en fait, on s'est rapidement rendu compte avec certains amis que le catch en France, c'était pas structuré. Ça dépendait du ministère de la Culture, et finalement, on peut aussi bien devenir prof de théâtre ou prof de catch.
Ah oui. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme pour être prof de catch. Ah ouais. Donc quand on s'aperçoit ça, on se dit le rôle de la formation, il faut qu'on trouve un moyen de se former. Et au club, il n'y avait pas forcément ça. Non, le club, c'était vraiment du catch à l'ancienne. Ouais. Mais vraiment, enfin. Donc il y a les techniques quand même, j'imagine, les techniques, les prises, les trucs. Les techniques, mais c'est pas. On sent que c'est pas carré, on sent que c'est pas propre. On se blesse un peu tous régulièrement. Ouais. Donc, et il n'y a personne pour faire face quand il y a un gros blessé. On est vraiment dans quelque chose de très très amateur. Donc on se décide d'aller se former. Donc il y a une école à Paris qui est beaucoup plus pro, l'APC, l'association des professionnels du catch, qui fait venir des catcheurs mexicains, des luchadors, des vrais luchadors avec les masques. Donc on décide de former là-bas. Donc c'est une semaine intensive où on catch le matin, où on catch stage catch. Voilà. Voilà, vraiment le truc avec un gala à la fin avec les catcheurs mexicains. Et toi, Nicolas, méchant catcheur, t'étais le méchant ou le gentil? J'ai été le gentil au début, j'ai été le méchant. Donc au début j'étais gentil, j'étais El Peludo. C'était ton nom de... Ouais. J'étais avec un masque intégral, des cheveux rouges, un peu une tête de clown en fait. Ah ouais. Donc plutôt à avoir un style de comédie, un style plutôt drôle. Et alors le gentil, c'est quoi? C'est celui qui essaye d'être le réglo et puis qui prend les mauvais coups de l'autre, c'est ça, et ça. C'est justement une des bases du storytelling dans le catch. C'est que le gentil, il va faire réagir la foule. Le méchant va arriver, le méchant va tricher, le méchant va être un peu sadique. Jusqu'au attaqué par derrière. Exactement. Jusqu'au moment où le public le prend un peu en grippe. Quand le public le prend en grippe, le gentil reprend le dessus. Il y a une trahison, le méchant reprend et on joue comme ça avec les réactions du public pour arriver jusqu'au final. Le gentil gagne forcément dans une compétition de catch? Non, ça peut se terminer. C'est même généralement plutôt le méchant qui gagne. Ah ouais. Comme ça, les gens ils sont énervés et ils viendront pour la revanche. C'est ça, ils viendront pour la revanche et voir le gentil enfin gagner. Donc justement, cette histoire de Rocky, quoi. Et au niveau de l'histoire en elle-même, généralement, c'est plus le méchant qui va guider le match. Donc, tant que le gentil n'est pas acclamé, n'est pas pris en pitié, n'est pas encouragé par le public, généralement, le méchant continue à le taper. C'est marrant, en t'entendant, là, ça me fait penser un peu à ce qu'on a vu. Nous, on est assez férus avec Sophie. Enfin, à une époque, on a regardé beaucoup des matchs d'improvisation. Et ça fait un peu ça, parce que tu dis, il y en a un finalement qui a la ligne conductrice, qui emmène un peu le truc, et donc tu dis le méchant en fait. Enfin, je sais pas, je vois ça un peu dans ce que tu racontes, et il y a le gentil qui lui doit s'adapter. Enfin, toi, quand tu es sur le ring, en fait, tu dois t'adapter à ce que propose le méchant, et donc tu dois improviser comme ça, quoi. C'est ça, aussi avec le public. Si le public il est en train de manger, et si le public il est en plein soleil et qu'il est assommé, c'est pas les mêmes choses, c'est pas forcément les mêmes ressorts. Oui, parce que les galas de catch, c'est pas forcément ce qu'on en voit nous à la télé, c'est pas forcément dans une grande salle dédiée, ça peut être un peu n'importe où. En France, c'est souvent sur la fête du village, sur la place du village, en soirée, la fête à la merguez. Ouais, c'est ça. Et c'est en salle des fêtes quand même, ou c'est extérieur? Pas forcément, ça peut être en extérieur, Et dis donc, au niveau des conditions, ça doit être parfois un peu compliqué, non? Parce que, je sais pas, moi, quand j'étais gosse, justement, je suis allé en voir un peu, justement, dans les fêtes de village. C'est marrant, ce souvenir, je l'avais complètement oublié. Mais je me souviens que les gens sautent par-dessus le ring, peuvent tomber sur les chaises, dehors, enfin... On peut faire ce genre de choses, mais par exemple, les vestiaires, ça peut être à l'arrière du camion, du camion en plein soleil, et puis finalement, quand on va sur le ring, c'est là qu'on peut prendre un peu l'air, sauf que le ring, il est monté depuis début d'après-midi. Il est brûlant. Il est brûlant. quand on te met au sol, c'est bien, ça accentue l'acting. T'as envie de te relever, mais non, tu peux pas te relever parce que tu dois faire... C'est des petits leviers qui sont sympas, quoi. Et du coup, t'es à la fois dans le sport, là, et t'es dans le spectacle, en fait. Oui, tu deviens un acteur. Oui, c'est ça. Non, quand j'étais en BTS, j'avais pris des cours de théâtre, et donc forcément, là, ça m'a vachement servi. Parce que vraiment, le but du catch, c'est le public, c'est faire réagir le public. Et là, une fois de plus, enfin, je sais pas si on peut dire de plus, mais tu es obligé de jouer avec ton corps, en fait. Oui. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, ou très peu, enfin voilà, donc tu es obligé d'être très expressif dans ton corps, en fait. Oui, d'autant plus quand on a un masque, on ne peut pas montrer, donc on doit exagérer les réactions corporelles. Ouais. Et après, donc au niveau du catch, j'ai fait 3 commotions cérébrales.
Ouf. Donc, Attends, on s'arrête là-dessus. 3 commotions cérébrales. oui. Genre. Je fais mon combat. Ouais. On me fait une prise, par exemple. Il y en a eu ma deuxième commotion cérébrale. Je saute de la 3e corde sur un copain. Il m'attrape par le cou, il me soulève et il me ramène au sol. Il a tellement bien fait que même si j'étais entraîné, même si j'étais musclé de la nuque, la tête, elle a tapé. Donc j'ai terminé le combat. Je suis rentré au vestiaire. T'es pas tombé dans les pommes, t'as pas eu de syncope Je rentre au vestiaire, je commence à me changer parce que j'avais donc deux personnages, j'avais 2 masques, donc je pouvais avoir 2. Ah, tu pouvais jouer 2 rôles dans la même soirée. Tu pouvais être à la fois un méchant et un gentil ou... Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Et en fait, je bloque dans les vestiaires et il y a mes copains qui me disent mais tu te prépares pas pour ton 2e match? Ah bon, j'ai mon 2e match et je me souvenais plus. T'étais en mode stand-by quoi. En fait, pour moi, c'est vraiment l'ordinateur qui démarre. On appuie sur le bouton, paf, reboot, ça repart. Wow. Et je me souvenais plus avoir combattu. Et en fait, en discutant, j'avais des bribes de souvenirs qui revenaient et tous ces souvenirs-là, c'était la réalité. D'accord. Donc tu es allé consulter, comment ça se passe? Oui. Après, c'est un chaos debout qu'on pourrait avoir au foot ou au rugby, un peu n'importe où, quoi. Ah, t'en as pris un peu plein la gueule, quoi. C'est pour ça qu'on dit c'est du faux. Non, c'est pas. De toute façon, on voit bien que ça peut pas être totalement du faux. Ça arrive qu'il y ait des vrais chaos, quelqu'un qui soit. Ça doit arriver. Oui. Il peut avoir plein de blessures quand on passe par-dessus la 3e corde, qu'on va à l'extérieur du ring, qu'on va dans les chaises à l'extérieur. Enfin, il y a souvent des blessures. C'est ce qui fait qu'on est en fait toujours un peu à flirter et que les gens n'arrivent jamais à déterminer ce qui est du faux et de la réalité, quoi. Parce qu'en fait, on est quand même dans une réalité. En tout cas. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, toi? Tu es en train de faire vraiment du sport et tu prends du plaisir dans le sport, ou tu es aussi un peu en train d'essayer de t'en mettre un peu plein la tête parce que c'est compliqué à côté ou... Il y a un peu des deux, je pense. Il y a un peu des deux. Comme le... Parce que c'est un peu maso, quoi. Oui. À un moment, j'ai essayé de me mettre un peu au MMA, aux arts martiaux mixtes. Donc le but dans les MMA, c'est pas de se prendre 2 coups et de mettre l'autre KO. Ouais. Déjà, j'arrivais pas à mettre l'autre KO parce que quand je faisais des prises, moi c'était des prises de catch, donc qui sont faites pour garder l'autre. Donc j'étais pas assez formé. De l'autre côté, on mettait pas KO parce que j'avais quand même une sacrée condition physique, donc généralement ça faisait pas grand chose, quoi. C'était intéressant de voir les différences entre les deux. Donc tu étais aussi un peu, puisque si tu rebondis à ma question, tu étais aussi un peu dans cette quête-là, à un moment donné, d'aller te confronter à quelque chose d'un peu violent, quoi. Oui, T'avais une espèce de rage en toi Oui, alors pas forcément de rage, mais en terminant le master, je me suis rendu compte aussi que physiquement, j'avais pas l'image que je voulais. De toi-même. Voilà, ouais. J'avais un bac plus 5, j'ai égalé le diplôme de ma sœur, le statut ingénieur. Mais en étant élevé dans les années 80, entre Stallone, Schwarzy, on était habitué au physique comme ça, quoi. Donc physiquement, je reflétais pas ce que je voulais. Donc je pense que j'avais aussi besoin de me montrer que j'étais un homme aussi physiquement. Donc en passant, je pense pas aussi par le catch, c'était aussi pour essayer de montrer que je pouvais tenir la distance. T'as quand même été finalement, même jusque-là, toujours un peu dans une quête un peu extrême de toi, c'est-à-dire pousser toujours à atteindre un peu une version un peu améliorée de toi-même, mais pousser vraiment dans les apprentissages, les richesses intellectuelles, et en même temps pousser ton corps à bout. Enfin, tu as toujours eu ce besoin là de pousser. Que ça pousse, toi. Je pense. Non, mais c'est quelque chose qu'au fur et à mesure j'ai appris à canaliser, mais ça n'a pas été simple. C'est marrant parce qu'en abordant ces questions-là, je vois un peu, on affichera là ton compte Instagram, mais il me semble comprendre un petit peu l'image que j'ai de toi quand je te vois sur tes stories ou sur tes petites vidéos que tu mets sur Instagram, quand on voit un peu ton travail, et je trouve que tu as une espèce de détermination dans les yeux, on voit bien. Alors j'imagine que là ça vient convoquer aussi à la pratique du sport, parce qu'il faut aller chercher des ressources en soi quand il faut lever, mais je trouve que ce que tu me décris, je trouve qu'on le voit dans tes vidéos. Enfin, vraiment, je vous mettrai le lien vers le compte Instagram de Nicolas et vous irez voir. Je pense que ça fera sens. Enfin, je sais pas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Donc te voilà à fond dans le catch. T'as quel âge à peu près à ce moment-là, là? L'apogée dans le catch? Ouais.
28-29. 28-29. Donc ça fait déjà 2-3 ans que tu es là-dedans. Tu y es à titre professionnel? Comment ça se passe? Semi-professionnel. Semi-pro? Il n'y a pas vraiment de vrais catcheurs professionnels en France qui visent Donc que tu ça. touches des cachets? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Sur les prestations, ouais. Et toi, Nicolas, tu vis comment à l'époque? C'est quoi tes ressources? Entre-temps, j'ai retrouvé du travail. Ah. Voilà, donc il y a une salle de remise en forme qui a ouvert dans mon quartier. D'accord. J'ai postulé comme hôte d'accueil. Et 3 jours après, je commençais. D'accord. Là, finalement, ce que tu mets en avant à ce moment-là, c'est toi aussi tes années d'entraînement et de comment on va dire, où tu as côtoyé la salle, tu sais un peu comment c'est organisé, c'est ça que tu mets en avant comme compétence? Je présente bien, donc voilà, et comme je suis un peu timide à la base, c'est un peu compliqué au départ, au d'accueil. C'est vraiment dans le rush, ce travail-là, parce qu'il y a vraiment, c'est une grosse salle qui ouvre à Bordeaux, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a vraiment des heures de pointe où il faut jongler un peu partout. Donc c'est un nouveau challenge. Donc tu t'engages là-dedans, mais toi finalement ce qui t'anime sur le reste du temps, sur ton temps libre peut-être, c'est le catch, quoi. Ça fait vraiment partie de ta vie. Et toujours l'entraînement de musculation aussi à côté. Hein. Ça c'est vraiment été... je me lave les dents, j'ai envie de faire des squats quotidiennement, quoi. C'est dans mon équilibre quotidien. Ouais, c'est ça. Donc là, on parle de combien de, je sais pas, on peut parler en heures ou en jours par semaine. T'es en entraînement tous les jours? Comment ça se passe? 5 jours par semaine, 1 heure. À l'époque, c'était au moins 2 heures. Ouais, ok. Et alors, si on revient au catch, la question de devenir pro on peut pas vraiment devenir pro. Et puis après, au niveau des galas, c'est quand même compliqué. D'avoir une vraie activité professionnelle à côté s'il faut se bouger dans toute la France pour essayer de trouver le peu de galas qui existent. À ce moment-là, donc on avait fait le stage de Lucha Libre, on revient dans notre structure, ça se passe pas très bien parce qu'on justement on dit ce qu'on a appris, on dit les choses carrées qu'on a appris, on nous dit non, si vous voulez catcher comme ça, ce sera pas chez nous. Donc avec les copains, avec la deuxième petite famille que je suis fait, là on décide d'ouvrir notre propre structure. D'accord. Ce que vous leur avez renvoyé, ils n'en ont pas voulu, quoi. Oui. Ça les a un peu bousculés, quoi. C'est ça. Justement, peut-être parce que vous avez mis un peu trop de cadres et ils avaient... Voilà. Mais en même temps, on sentait qu'on avait besoin de cadres pour éviter de se blesser un peu trop souvent et continuer notre pratique, quoi. Donc tu pars dans l'aventure d'ouvrir un club de catch? On ouvre notre association et donc du coup je suis l'entraîneur principal sur ça. D'accord. Donc avec tout ce que je sais faire déjà en musculation et mes années de pratique de catch. Et là tu n'as rien qui valide le truc, il n'existe pas de certificat de coaching d'entraînement catch ou de... Non. C'est tout empirique, quoi. Tout ce qui peut attester que j'ai des compétences, c'est les diplômes de formation que je fais, quoi. D'accord. Donc vous vous lancez dans cette aventure-là? Oui. Et alors? Et c'est un peu difficile au début, puis finalement ça commence à bien tourner, on prend du plaisir, on s'entraîne 2 fois par semaine. Il y a des nouveaux adhérents, vous arrivez à recruter un peu? Ouais, ça marche bien. En parallèle, au niveau du boulot, moi j'ai une promotion, je passe commercial, puis manager de club. Donc toujours dans la même salle là où toujours dans la même salle. Je deviens papa et j'ai ma 3e commotion 1 mois après avoir eu mon fils. Et après la commotion, je ne me souvenais plus si j'ai un fils ou pas. D'accord. Donc c'est là que je me suis dit, on va arrêter le catch, même si c'est rigolo, on va concentrer sur le travail et puis sur la famille, quoi. On va changer les choses. Cette commotion, ces 3 commotions, c'est un truc qui arrive à peu près tout le temps à tous les catcheurs ou tu te ranges dans la catégorie des gens qui allaient vraiment à fond? J'ai beaucoup de copains qui se sont blessés un coup les épaules, un coup les genoux. Moi, j'ai pas eu de blessure comme ça. C'est des blessures. Passer la tête à chaque fois, toi. Fallait qu'il y ait un truc qui rentre. Il était temps que tu t'arrêtes. En tout cas, là, je me suis dit, on change un peu les priorités. Donc, tu coupes du jour au lendemain? Tu dis, les gars, basta, fini le catch pour moi? Oui. Ouais. En plus, t'es papa, on peut prendre ce genre de décision quand on est papa, quoi. Et c'est plutôt bien pris, voilà. C'est un changement dans la vie. Quel souvenir tu gardes de cette période-là? Et quel est peut-être même ton regard aujourd'hui sur... Il y avait des choses qui étaient un peu compliquées à gérer quand le week-end on est acclamé par 800 personnes et puis qu'on reprend le boulot d'accueil et puis qu'on est traité un peu comme une basse classe, on va dire ça comme ça. C'est un peu dur, quoi. Mais donc ça te faisait une espèce d'ascenseur émotionnel comme ça, tu étais acclamé sur scène et puis après un peu au service des autres. Un peu, allez, les toilettes sont bouchées, il faut aller déboucher, ok.
Donc tu es encore à une période un peu de changement, là, de charnière à ce moment-là, quoi. Oui, parce que du coup, j'ai eu des opportunités au niveau du travail qui se mettent en place, donc il faut bouger. Donc à l'époque, la salle, donc c'est un vrai boulot de manager. Donc j'ai une équipe, j'ai des commerciaux, j'ai des hôtes d'accueil, j'ai des coachs sportifs à gérer. Donc c'est très intéressant et finalement la salle elle va changer d'enseigne et on va passer sur du low cost. D'accord. Donc du coup on change de concept, les locaux restent quasiment les mêmes mais il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de la structure. Parce que toi au départ ce qui t'avait intéressé c'était, alors, parle-nous un peu de ça, de ce travail d'équipe là. Il y a quoi? Moi j'en sais rien, je connais pas assez, toi j'ai pas assez fréquenté la salle, on pourra en reparler une autre fois. Mais du coup cette équipe que tu avais à gérer elle était constituée de qui? Alors comme tu dis il y avait des coachs, mais des commerciaux. Les commerciaux ils font quoi? Ils vendent des abonnements, ils démarchent, ils relancent. Et ils font ça en salle? Au sein de la salle ou ils vont aussi démarcher à l'extérieur? Ils peuvent démarcher à l'extérieur, aussi beaucoup par téléphone. D'accord. Donc il y avait un vrai process commercial à l'époque. Ok. Et donc toi tu étais un peu le pivot, tu faisais la coordination de tous ces gens-là, quoi. Oui. Okay. Et il y avait aussi un service clientèle, il fallait pouvoir rappeler les gens quand il y a des plaintes, quand il y a des résiliations, essayer de comprendre pourquoi, essayer d'apporter des solutions. Donc c'était un vrai boulot de manager où finalement on avait de la marge de manœuvre. Et donc toi tu t'y sens bien à ce moment-là, dans ce rôle-là, de coordonner les gens un peu? Oui, je retrouve un peu... quand j'étais dans l'urbanisme, quand on me préparait à devenir chef de chantier, il y avait un peu ce rôle-là de chef d'orchestre. Donc là, je retrouve un peu dans la salle de remise en forme. Et t'aimes bien, tu te sens à l'aise, ça fait sens chez toi quand tu es aussi à cette position-là, un peu de pivot, de distribuer un peu les tâches et d'avoir la vision globale du truc? Oui, parce que l'atout fort que j'ai sur tout le monde, c'est ma motivation pour le fitness, ma loyauté pour le fitness, pour m'entraîner, pour offrir aux gens un lieu pour s'entraîner. Si moi je veux m'entraîner tous les jours, je peux pas moi m'entraîner et laisser les gens avec une salle fermée, avec une salle où j'ai pas envie de m'entraîner moi-même, ou dans une salle qui donne pas des... Donc la pensée globale d'un service comme celui-là, c'est aussi ça, c'est l'accueil qu'on renvoie. Comment ça peut être ouvert à tous les points de vue, quoi. C'est-à-dire agréable en arrivant, comment on s'adresse aux personnes qui arrivent et tout ça. C'est ça qui t'intéressait en fait. Oui. Il y a vraiment une loyauté envers la salle, envers les haltères quelque part et envers les adhérents. Décris-moi ça un peu, l'histoire de loyauté envers la salle. Comment tu définis ce mot-là? Comment est-ce qu'on peut être loyal envers tout ça? Je me lève le matin, je me dis vivement l'entraînement. Et quelque part, je peux pas me dire vivant l'entraînement. Enfin, ça a toujours été un problème quand par exemple, j'étais malade et je devais poser un arrêt. Je pouvais pas poser un arrêt si je pouvais pas aller m'entraîner. Et comme je veux m'entraîner dans la salle, je veux pas me mettre en arrêt. Donc quoi qu'il en soit, je deviens super loyal par rapport à ma hiérarchie, parce que même si je suis pas dans les conditions, même si je suis malade, je veux m'entraîner, donc je veux travailler. Et donc c'est là que tu mets la loyauté, en fait, ce lien de loyauté, c'est-à-dire tu es loyal envers l'entraînement. Ok, je comprends mieux. Si je te fais un peu détailler ça, c'est parce que tu nous as dit que du coup, à un moment donné, ça change et ça bascule un peu low cost, donc c'était pour bien comprendre en quoi... Tu vois, donc le low cost, du coup, là, le sentiment que tu as, c'est quoi? C'est qu'on visse un peu les budgets déjà? Oui, on visse les budgets. Petit à petit, on centralise. Donc tout ce qui est service client, tout ce qui est relance, c'est plus sur le club. À l'époque, je pouvais faire des animations, j'avais un petit budget, je pouvais faire revenir, je sais pas moi, une masseuse qui va faire un peu des petits massages, tout ça. Je pouvais faire des choses vachement sympas, ça c'est enlevé. On offrait le café aux clients, c'est enlevé. Il y a plein on tire sur tout, quoi. Voilà, on enlève sur tout. Et finalement, la salle, on devient plus des loueurs de matériel. En fait, on met à disposition du matériel et puis démerdez-vous. On va dire ça comme ça. Sauf que pour moi, cette loyauté au sport, cette passion pour le sport, je fais un peu des analogies. On va dire que une salle de sport, c'est un peu comme une grande cuisine. Et dans la cuisine, tu as les casseroles, tu as tout ça.
Ça peut être comme des machines de musculation, sauf que quand tu prends... Il y a des outils, il y a du matériel. Quand tu fais n'importe quoi, tu vas te retrouver avec quelque chose qui n'est pas mangeable. C'est la même chose avec l'entraînement. Si tu fais telle machine, parce qu'elle est libre, parce qu'elle est rigolote ou parce qu'elle est devant la fenêtre, tu ne construis pas quelque chose. Ouais, et au contraire, tu peux plus te détruire que ça. En étant amoureux du sport et amoureux de la santé et vouloir mettre les gens en bonne santé, ça commençait à créer des frustrations en moi, ça. Dis donc, effectivement, si tu laisses les gens livrer à eux-mêmes sur des machines comme ça, c'est dangereux limite. Oui, puis ça devient vraiment du n'importe quoi. Bon, il y a des gens qui vont revenir tous les jours 3 heures à la salle, ce qui est complètement contre-productif. Bon, d'un côté, c'est mieux qu'ils viennent 3 heures à la salle plutôt qu'ils restent 3 heures sur leur canapé, mais c'est le choix entre la peste et le choléra, quoi. Donc c'est... Et au niveau du concept, c'est toujours plus de monde. Les abonnements sont moins chers, donc on compense, on va en venir plus de monde à la salle. Donc c'est pas des bonnes conditions pour s'entraîner. Il y a eu la décision de passer le club où j'étais en 24 heures sur 24. Donc le club devient... On augmente l'offre, quoi. C'est toujours augmenter l'offre. Ouais. Et là, ça devient compliqué à gérer. Parce qu'il faut qu'il y ait du personnel du coup H24. C'est ça. Donc du coup la nuit on met des agents Securitas en place qui sont pas forcément formés à l'accueil, qui sont pas forcément formés au processus commercial. Et attends, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à 4h du matin pousser de la fonte Il y a des gens qui vont venir, par exemple, qui ont bossé dans un hôpital, ils viennent s'entraîner. Oui, c'est ça, bien sûr, les gens qui travaillent de nuit. Tout va bien, mais quand c'est des gens qui viennent après la sortie en boîte de nuit, c'est tout de suite une autre clientèle. Et puis finalement, ça peut devenir aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas vraiment de maison, je vais dormir dans la salle, je peux prendre ma douche, ça peut devenir une bonne alternative aussi. Ah ouais, d'accord. Donc ça peut commencer à devenir compliqué au niveau de la gestion, et surtout que moi je suis pas cadre, donc je suis théoriquement lié à des horaires, et si on me contacte en dehors de ces horaires-là, théoriquement, j'ai droit à ma déclaration, à ne pas répondre. Mais oui, c'est ça. Et sauf que dans les faits, je suis loyal à ma salle, je veux que les gens puissent s'entraîner, donc je réponds au téléphone. Donc tu es quasiment d'astreinte H24, quoi. Oui. Alors là, tu as toujours une fonction de manager. Tu es quoi, là? Tu es manager, mais du coup, tu manages quoi? Ça, quoi, des horaires d'ouverture de salle et régler des problèmes. Et je manage plus grand-chose au niveau des abonnements, plus rien. Au niveau des résiliations, plus rien. Donc finalement, c'est un boulot où je me retrouve plus à faire du ménage, à essayer de gérer une équipe, mais qui est en contrat partiel. Donc, quand on est en contrat partiel, qu'on est un bon élément, on trouve facilement. Et ça veut dire que tu as des collègues qui ont été un peu remerciés quand ça a changé, tout ça, l'esprit de la salle? Oui, il y a des collègues qui ont été remerciés, il y a eu des bons collègues qui ont été remerciés. Et à l'époque, on est sur une croissance très rapide. Et il y a aussi des collègues qui sont de très bons commerciaux, mais qui n'ont aucune compétence en management, qui montent. Et ça crée des problèmes d'équipe, ça crée des problèmes où finalement il y a des personnes qui viennent pas travailler, comment on garde la salle ouverte. Et tout ça, ça commence à me peser, entre guillemets, de voir les gens qui Parce que pour le coup, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, tu parlais de loyauté, et tu nous as expliqué à quel point toi, tu avais une loyauté forte envers non seulement la salle où tu étais, mais surtout envers ton sport. Oui. Et là, en fait, tu es dans une espèce de conflit de loyauté. Oui, c'est ça. C'est que tu es tiraillé en permanence, on te fait faire des choses qui sont des non-sens et tu sais plus comment l'assumer, quoi. Oui, et puis il y a mon fils qui grandit, il y a toujours on est sur des horaires décalés, donc comment je réussis à gérer tout ça, cet équilibre. À ce moment-là, il y a eu le Covid, donc on reste tous à la maison. Donc la coup d'arrêt net, tu es dans cette espèce de cercle infernal et paf, comme beaucoup de Français et de gens dans le monde entier, paf, tu es coupé net dans cette espèce d'élan-là. Voilà, coupé net, donc d'un coup au niveau de ma passion, de mon entraînement, comment je fais moi pour m'entraîner c'est compliqué, j'avais des petites haltères, des petits trucs, j'essayais de m'entraîner comme je pouvais chez moi à la maison, mais un vrai coup d'arrêt donc, dans ma pratique sportive. Qui m'a un peu détruit physiquement parce que finalement rester toute la journée assis quand on est habitué à faire beaucoup de sport. Et oui, avec ce rythme intensif que tu avais toi. Parce que juste avant qu'on revienne là-dessus, quand tu es dans cette période-là là où tu dois gérer ce H24, enfin tout ce que tu nous as décrit, tu arrives quand même à trouver du temps pour toi, pour t'entraîner quand même? Pour m'entraîner, oui, ça allait. Mais
Donc au niveau Covid, déjà comment je m'entraîne moi, qu'est-ce que je fais de ma journée, je peux pas m'entraîner, je peux pas aller bosser. Tout ça c'est compliqué à gérer. Moi ça m'est tombé sur Alors le concrètement, dos. quand tu dis c'est compliqué à gérer, t'es comment toi à ce moment-là là Je suis sous pression. Je suis sous pression et j'ai vraiment l'impression que mon corps se dégrade. Et je le sens vraiment au niveau de mon dos, où j'ai une lombalgie qui commence à se mettre en place, où j'ai vraiment du mal à me lever du canapé. Donc qu'est-ce que je fais ? Comment je peux moi rentrer dans l'action ? On nous parle on est en guerre contre la maladie. Ouais, c'est ça. On applaudit les infirmières tous les soirs, mais qu'est-ce que je peux faire moi ? Et t'as le droit de sortir 1 heure par jour en signant un papier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est là que la voie de la reconversion est apparue, où je me suis dit je vais faire un bilan de compétences. Donc, qui a montré ma forte motivation pour le. Tu l'as fait comment ? Alors, tu l'as fait pendant le Covid ? Oui, pendant le Covid. Ok. En visio, en quoi ? visio, Ouais, d'accord. En visio. Et avec un organisme quand Oui, c'est ça. Okay. Donc, avec le CPF. Ouais, ok. Donc ça m'a permis un peu de me donner certains guides, une certaine vision. Ça m'a permis de me motiver. Et puis petit à petit, j'ai monté mon projet. Donc le bilan de compétences. Après, j'ai eu une conseillère en évolution professionnelle qui m'a permis de mûrir mon projet. J'ai vu que je pouvais contacter Transition Pro, peut-être financer ma formation. Donc il y a des choses qui se mettent en place, tout ça. Fin du Covid, les clubs réouvrent. Et du coup, ça représente un peu ta vie ma vie d'avant, avec un certain nombre de contrariétés, mais aussi un certain nombre de contraintes supplémentaires, parce que finalement, maintenant, dans les clubs, il faut filtrer les gens qui ont des QR codes, valides, pas valides. Oui, c'est ça. Il faut essayer de faire rentrer... Et puis des conditions d'hygiène qui, là, deviennent drastiques, quoi. C'est-à-dire que là, il faut nettoyer les machines, mettre du matos à disposition, mais il faut que ce soit dans le respect des règles sanitaires, quoi. Et je peux pas être à l'accueil à vérifier les QR codes et nettoyer les machines. Donc ça devient... Du coup, ça met un peu le doigt sur les limites du système, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Finalement, il y a eu un soir où j'ai vraiment été saoulé d'avoir un appel à 22h. J'étais en train de jouer à faire un jeu de société avec ma femme et mon fils. Un coup de fil comme quoi il faut que je trouve quelqu'un pour le lendemain matin. Non, enfin moi je dis à 22h, jonction paradoxale, quoi. Oui, c'est ça. Mais je dis que c'est pas ma charge, je suis pas charge. Et puis on me dit si, il faut que tu trouves quelqu'un. Alors je vais trouver quelqu'un de cette façon-là, et puis moi je vais réfléchir à partir, et puis ce sera mieux pour tout le monde, quoi. Et donc du coup, je continue à avancer mon dossier Transition Pro. Et là, tu sens que c'est de plus en plus évident qu'il va falloir que tu fasses quelque chose. J'ai l'encouragement de ma femme, mon fils, tout le monde m'encourage sur ça. Et alors quand tu fais ce bilan de compétences, comment ça se passe ? Tu arrives, tu leur mets les choses sur la table, tu leur dis moi je fais beaucoup de sport, et j'ai déjà une situation pro qui me permet d'être un peu dans ce milieu-là, mais là je suis au stade où ça va plus, et comment ça se passe ? Il y a plusieurs éléments en fait. Parce que toi tu leur amènes des choses sur la table et il faut qu'ils t'aident à reconstruire, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait il y a toujours plein d'éléments. Mon père qui était sportif, ma mère qui a été faible physiquement, qui est décédé rapidement, mon passé de catcheur où j'ai pris beaucoup de plaisir à coacher, mon amour pour le sport, l'envie de tirer les gens vers le haut, mon envie de participer au combat contre la maladie, quelle que soit la maladie, il y a tout ça qui se met en place. Le bilan compétences fait vraiment éclater ça, cette envie-là. Cette compétence, la personne que j'ai eue m'a très bien accompagné, m'a très bien motivé en me disant mais ce que vous avez là, c'est un talent qu'il faut utiliser, et il faut pas se mettre de barrière dessus. Et donc du coup, parce que c'est quand même impressionnant. Je pense que là aujourd'hui, on commence à voir comment tout ça s'est rangé dans ta tête, mais au départ, tu as vraiment un gros sac avec tout ça dedans. Et comment je vais faire pour en construire quelque chose de cohérent, quoi. Ouais. Tu vois ? Et donc la reprise du travail, qui est pas simple avec le Covid, les problèmes de RH que je veux plus traiter, qui pourrissent la vie, quoi. Qui me pourrissent la vie. Cette possibilité de reconversion professionnelle. Alors, à l'époque, pour devenir coach, il faut passer le BPGEPS. Le BPGEPS, il y a des tests à l'entrée. Il y a des tests de course, et moi, je cours pas. Je cours pas à l'époque. Et donc, du coup, je me mets au crossfit, et quand je me mets au crossfit, je me prends
aussi une grosse bouffée dans la figure de vérité où finalement pour être complet il faut aussi courir. Et oui. Donc au niveau de la musculation je me rends compte que la musculation c'est une activité mais qui permet qui donne pas tant de compétences que ça au niveau de la vie de tous les jours, donc il faut avoir une approche plus complète, donc c'est vraiment là aussi C'est à ce moment-là en fait que tu viens au CrossFit. Oui. Oui, parce que le CrossFit, finalement, c'est venu assez récemment dans ta vie. Au départ, tu étais plus dans une pratique plus traditionnelle de la salle, musculation, quoi. Oui, j'ai fait des années de musculation classique, avec un peu toujours les mêmes répétitions, le lundi les jambes, le mardi les pecs, les mercredis, tout ça. Et tu t'es formé là-dessus quand même ? Tu avais des coachs qui t'ont aidé ou tu avais acheté des bouquins Oui, c'est ça, je m'étais formé un peu de mon côté, mais au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui se met en place. Et donc en découvrant le CrossFit, j'ai pris vraiment une claque, une bonne claque, avec la diversité de mouvements, avec le fait de déléguer à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'on va faire. On va à la salle, on ne sait jamais sur quelle sauce on va être mangé, et finalement c'est ce qui nous permet vraiment de voir notre équilibre, les déséquilibres, et qu'est-ce qu'il faut travailler, et donc c'est vraiment une... Et alors, est-ce qu'on peut dire CrossFit, c'est une marque ? Comment ça fonctionne ? On peut dire CrossFit, cross-training ? CrossFit, c'est vraiment une marque. Donc, c'est dans des box de CrossFit. D'accord. Et donc, la pratique, on n'est pas dans une box de CrossFit affiliée, c'est du cross-training. Du cross-training, mais ça signifie la même chose, en fait. Généralement, le CrossFit, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus formé. Normé, peut-être aussi. Oui. Ouais. Et tous les termes qu'on emploie, les noms des exercices qui sont donnés, ça, c'est vraiment... lié au CrossFit pour le coup ou le CrossFit ça a permis de mettre un cadre dans le monde du cross-training, on va dire ça comme ça. Et le CrossFit c'est anglais, c'est américain, donc les termes sont tous américains pour qu'on puisse aller dans n'importe quelle box au monde et parler des mêmes exercices. Et alors à ce moment-là, comment tu y viens alors ? Tu le pratiques toi déjà à titre personnel à ce moment-là ? Et comment on fait pour se former d'ailleurs au cross-training pour le coup ? Là, à l'époque, je suis pas encore coach. Donc à l'époque, j'ai pas encore le BPGEPS donc j'ai des difficultés en course. Je me mets au CrossFit, vraiment dans le box de CrossFit, donc il y a de la course régulièrement, ça me fait progresser. Il y a une première fois où j'ai essayé de passer les tests, donc c'est Luc Léger, donc le test du bip bip, il faut faire des allers-retours, donc je réussis pas. Parce que vraiment la course c'est pas ton truc quoi. C'est pas mon truc. Ça se joue à quoi ? T'as pas d'impulsion ? Non, c'est vraiment des accélérations, c'est un type de cardio qui est différent et j'y arrive pas. Moi, à 40 ans, c'est compliqué quoi, de se changer son physique. Donc après, je prends des cours avec un coach vraiment de course. On va courir pendant 1 heure, tout ça. Pareil, ça veut pas. Ça veut pas, donc, ça passe pas. Je me dis, j'ai tout bien fait. J'ai de l'expérience. Je sais déjà coacher, pas forcément en musculation, mais en catch. J'ai un super projet, j'ai une vision. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'essaye de creuser un peu sur internet. Je trouve une passerelle. La passerelle, c'est le diplôme de coach muscu-fonctionnel par la Fédération française de musculation haltéro. Donc en faisant ce diplôme-là, en grande partie à distance et 2 week-ends à Paris à l'INSEP, j'ai lu C3, donc un quart du diplôme de BPGEPS et les tests d'entrée. Donc voilà, je continue à travailler dans la salle de remise en forme. Donc ça vient un peu compenser tes difficultés en course. Ça change tout, ça change la donne. Ça me fait ma passerelle. Ça donne une équivalence quoi. Oui, ça me donne des vraies compétences de coaching. Ça me donne une partie du diplôme, donc c'est tout bénef quoi. Donc tu lâches pas l'affaire en fait, c'est un peu comme cette équivalence bac que tu avais quand tu étais jeune. Ouais, tu vois, c'est que finalement j'ai trouvé le moyen de contourner. Tu passes par la fenêtre quoi. Et en plus je passe par la fenêtre et je reviens encore plus fort. Mais ouais, c'est ça. Donc ça me fait mon équivalence, je peux avoir mon financement par Transition Pro, financement de la formation et maintien du salaire pendant la formation. Donc ce qui est nickel, on va dire, j'ai pas de problème financier. Donc tu n'as que ça à penser, te former sur ce nouveau projet. Je rentre au BPGEPS, donc à Sport Avenir Santé à Bègles. Donc ça se passe très bien, j'apprends beaucoup de choses, je suis aussi stagiaire à Power Camp, qui est une box de cross-training haltérophilie à Bordeaux-Lac, qui est un très très haut niveau. Il y a beaucoup d'athlètes olympiques d'haltérophilie qui s'entraînent là-bas. Donc ça me fait toucher un peu le monde de la performance.
Ça te réconcilie peut-être un peu avec la salle bien cadrée, bien équipée, du matériel avec dont on fait un bon usage, une bonne cuisine. Bah c'est autre chose, c'est vraiment une salle de passionnés. Ouais. Donc on sent vraiment, on rentre là-dedans, on sent la passion. C'est vraiment autre chose et c'est vraiment dans l'amour de la performance. Donc c'est très bien, je touche du doigt, mais je me rends compte que c'est pas forcément ce que je veux faire derrière. Je préfère la remise au sport, je préfère m'occuper de débutants. Finalement, je préfère m'occuper des gens que je voyais à la salle de remise en forme qui faisaient un peu n'importe quoi avec les machines. T'as un compte à régler avec ça, en fait. Ça, vraiment, ça t'a laissé une espèce de pertinence rétinienne. Tu t'es dit, c'est pas possible. On peut pas laisser les gens se débrouiller comme ça, quoi. En fait, quand je me suis mis dans le boulot de commercial à l'époque, quand je vendais des abonnements en salle de remise en forme, mon but, c'était si j'arrive à vendre un abonnement, la personne, je peux peut-être lui rajouter des mois ou des années d'espérance de vie parce que grâce à moi, elle peut reprendre une activité sportive. Wow. C'était comme ça que je me motivais sur la vente. Et du coup, tu te mets une mission un peu importante à ce moment-là. Un peu importante, mais aussi énormément dans la bienveillance. Et forcément, des fois, les commerciaux, ils sont pas dans la bienveillance, ils sont dans le chiffre. Et donc, du coup, ça me motive. Et il y a aussi toujours cette idée aussi que ma mère est décédée. Et que si à l'époque elle avait eu un coach, si elle avait fait du sport, elle aurait peut-être pu être un peu plus résistante. Donc il y a aussi cette envie-là d'un peu de réparer, quoi. De réparer quelque chose, quoi. Ouais. Parce que justement, on peut peut-être y arriver maintenant. Alors on va pas y arriver en faisant trop de raccourcis, parce que donc il y a ce parcours. D'abord, pour concrétiser les choses, tu deviens coach, donc officiellement. Tu as toutes les accréditations. Voilà. Donc là, comment tu fais ? Tu crées ton entreprise, tu deviens... Voilà, donc ça, c'est il y a 1 an et demi. J'ai mon BPGEPS, j'ai ma spécialité coach muscu fonctionnel. Donc là, tu viens de un peu conclure toute ta démarche de reconversion en fait, professionnelle. Ça y est, tu as les outils en main et tu vas pouvoir te lancer officiellement. C'est ça. Donc je me lance en septembre de l'année dernière. Les premiers à me contacter, c'est des associations de seniors Comment tu as fait pour ta com d'ailleurs ? Comment ils te trouvent ces gens-là ? Par Facebook. Par un groupe d'habitants de Zac-les-Ponts. Toi, tu as quand même fait une déclaration un peu officielle que tu étais lancé, tu as fait un peu de communication. Oui, j'ai fait un peu de communication, mais j'ai pas l'impression qu'elle touche grand monde. Et donc du coup, là, j'ai une première touche, donc je suis super content. Je vais voir avec eux, et puis ça s'est très bien passé. T'es déstabilisé sur le moment ou c'est quelque chose auquel tu pouvais t'attendre ? Je m'attendais à coacher des seniors, mais pas forcément dès le début. Ouais, c'est ça. Donc, et sous forme de club en plus. C'est un club, c'est ça C'est 2 associations. 2 associations, ouais. C'est 2 associations et comment j'ai monté ça. Donc j'ai bien vu le côté performance. Performance, c'est pousser les gens le plus loin possible sans les chibrer. Là, ça va être tout l'inverse. Ça va être essayer de les chouchouter pour qu'ils prennent une activité et pour qu'ils puissent petit à petit avancer. Qu'ils prennent du plaisir aussi à le faire. Voilà. Et puis donc du coup avec les seniors, il y a aussi le lien social. Donc du coup, je préfère que mes petits seniors y viennent et qu'ils passent la séance à discuter, à s'amuser. Au moins ils sont sortis de chez eux, il y a du lien social, même s'ils se bougent pas. Donc il y a une autre réflexion à faire par rapport au sport. Donc ça... Toi, dans ta pratique, du coup, tu donnes vraiment une autre dimension. Parce que finalement, même on peut avoir la représentation, sans doute quand on est démoldu, de la solitude, un peu du crossfitter ou de celui qui s'entraîne dans le crossfit. On a vu que ça pouvait être un peu collectif, mais je veux dire, quand tu t'entraînes à la salle, quand tu es face, toi aussi, tu es un peu seul. Là, tu ponces ton truc dans une dimension plus collective. Quoi. C'est ça, généralement, musculation, on est avec les écouteurs sur les machines, on pousse, on ne fait pas attention. Au crossfit, on est tous ensemble, on est une classe, on n'est qu'un seul, on se pousse, on se tire tous vers le haut. Et donc là, du coup, c'est aussi un peu l'idée d'apporter un peu l'esprit qu'on pourrait avoir dans le crossfit à du cross-training adapté que je pourrais faire avec ces seniors-là. C'est vraiment, tu penses aujourd'hui, parce que c'est le sentiment qu'on a quand tu le racontes, tu penses aujourd'hui que c'est vraiment cette période où tu t'es retrouvé un peu, et toi face à toi-même, et puis dans cet inconfort au niveau professionnel, que tu t'as pris cette dimension-là de vouloir travailler avec les autres, travailler pour l'autre. C'est vraiment à ce moment-là ou c'est quelque chose que tu as quand même toujours eu un peu dans ta vie Non, mais je pense que
déjà quand je vendais des abonnements, c'était aussi pour les autres, Ouais, pour, c'est essayer ça, de, ouais. pour essayer de les Oui, bien bouger, sûr, tu l'as dit. Quand tu étais dans la salle, tu étais aussi souvent un peu déçu de ce que tu voyais. Après, comme je pratiquais, j'avais envie d'aller voir les gens et leur dire essayez de faire ça, mais j'étais pas diplômé, donc quelque part j'étais pas légitime. Et puis s'ils se blessaient, c'est toujours Ouais, c'est ça. tiens, c'est l'autre d'accueil qui m'a dit ça, il est pas diplômé, c'est toujours c'est pas bon, quoi. Et alors justement, je l'ai dit tout à l'heure en début d'entretien qu'on y reviendrait un petit peu, mais la dimension qu'a pris ton activité, elle s'est tournée de plus en plus vers le soin, c'est-à-dire qu'on est même de plus en plus tourné vers le champ du médical dans ce que tu commences à faire, tes orientations actuelles. Oui, parce que du coup, l'année dernière, forcément, pour moi, le BPGEP, c'est un peu comme le permis de conduire, c'est un permis de coacher, mais il faut toujours essayer. Après, tu fais un peu ce que tu veux, c'est toi qui donnes ton orientation. Oui, et puis il y a toujours cette envie de se former derrière. Du coup, je me suis formé au CSA MAP, toujours à Sport Avenir Santé à Bègles, pour pouvoir travailler dans le sport sur ordonnance. Donc, essayer de greffer cette compétence-là par-dessus. Donc, je te dis, toujours sans faire trop de la psychologie de bon marché, mais il y a quand même l'idée toujours d'être dans la réparation, dans le soin. Tu te rapproches de ça de plus en plus, quoi. Le but, c'est par le sport, par l'activité physique, que les personnes reprennent un peu en main leur santé, aussi bien physique que mentale. Et tu as peut-être aussi, sûrement, ce qui vient avec l'âge aussi, c'est ce besoin de transmettre. C'est-à-dire que tu as accumulé, toi, des savoirs, des savoir-faire, et tu as envie de transmettre, tu es dans la transmission, là. Oui, justement, c'est dans mes projets à venir, donc il y a développé ce sport sur ordonnance, et il y a aussi continuer à donner des cours aux futurs coachs. Donc je donne déjà des cours de kettlebell à Sport Avenir Santé une fois par promotion, et ce serait de pouvoir donner de plus en plus de cours là-bas. Donc ça, il faut que j'attende un peu plus. Au bout de 3 ans, en tant que coach, on peut aussi devenir jury. Donc ça m'intéresse aussi beaucoup de devenir jury pour les futurs coachs. Donc il y a le coaching à domicile, il y a le coaching avec les associations. J'ai eu la chance aussi de devenir head trainer à Basic Fit, donc de pouvoir là aussi reprendre un peu ma revanche sur les salles de remise en forme qui mettent en place, qui mettent du matériel à disposition, là, pouvoir mettre la main à la pâte. Alors ça, c'est quoi coacher. Ça consiste en quoi, cette fonction-là ? Je suis indépendant, je paye un loyer à Basic Fit. Et je peux donner des cours, mais je peux aussi faire venir d'autres coachs pour travailler avec moi. Donc il y a ces coachs-là, je peux aussi les former, je peux mettre en place la communication, leur service aussi, leur offrir des services. Donc il y a aussi c'est donc un client, un abonné à cette salle de sport peut profiter de, la salle te met en relation avec eux en fait pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Oui, je sais que je paye un loyer. Mais je peux coacher tous les clients de la salle. J'ai à disposition les machines, j'ai un accès prioritaire sur les machines. Donc ça me permet aussi de travailler. Au lieu d'avoir moi ma propre salle et de payer mes haltères, tout ça, j'ai tout ça à disposition. Donc une fois de plus, tu es un peu revenu par la fenêtre. C'est ça. Et tu as repris la main. C'est-à-dire que tu as finalement reconstruit toi autour de toi l'image un peu plus idéale de la salle, telle que tu la sentais toi, quoi. Ouais. Du coup, juste pour revenir sur le fait que tu t'es lancé donc tout seul, tu disais que tu fais donc des interventions avec des seniors, tu fais du coaching à domicile, et tout ça, ça t'a demandé un peu de te tourner un peu vers les réseaux. Comment tu as fait pour développer un petit peu ton activité ? Il a fallu que tu te mettes aussi, toi, sur les réseaux sociaux sur Instagram, oui. Dernièrement sur LinkedIn avec l'aide de ma femme, donc qui travaille dans les RH, donc elle sait un peu plus comment ça... Ça te donne un peu des billes, des pistes sur comment aborder les choses, ouais. Et c'est quelque chose qui est facile pour toi, ça c'est venu se lancer comme ça, parce qu'il faut te vendre aussi un peu, toi, maintenant. Pas forcément, en fait, c'est j'ai un peu de mal à vendre ma prestation, parce que pour moi, ça devrait être, le sport, ça devrait être quelque chose de gratuit. J'ai envie de le donner, en fait, plus que de le vendre. Justement, quand tu parles de sport sur ordonnance, moi je trouve ça assez intéressant parce que, encore une anecdote dernièrement, je discute avec quelqu'un et je dis que je fais une remise en forme avec toi, un programme de remise en forme, et la personne me dit tout de suite, et c'est tout de suite on va dire les représentations qui arrivent, c'est oh là là, avoir un coach à domicile, c'est hors de prix, comment tu fais, un peu comme si c'était vraiment réservé qu'à des gens très très aisés socialement. Et justement, je trouve que ça serait bien que tu reprécises un peu ça, parce qu'il y a cet aspect-là, bien sûr, que c'est un coût, mais toi tu
développes aussi des choses qui font qu'aujourd'hui, ça peut devenir de plus en plus accessible, quoi. Oui, déjà le sport sur ordonnance, c'est le médecin qui fait une prescription. Donc il y a un problème, ALD par exemple, affection de longue durée, obésité, le médecin fait une ordonnance. Pour l'instant, c'est pas encore remboursé par l'État, mais les mutuelles peuvent prendre une partie des prestations. Donc ça fait tout de suite Et ça veut dire que c'est en train de cheminer. Tu penses aussi au niveau de la société, on se rend de plus, parce que c'était une chose de dire partout à la télé, faites du sport, bougez-vous, mais là, tu as l'impression que les pouvoirs publics, on va dire, se lancent un peu plus là-dedans. Ça discute, ça va pas forcément aboutir, mais il y a une prise de conscience quand même que il faut faire du sport. Le sport, c'est accessible à beaucoup de monde, c'est pas si cher que ça. Le sport, on peut très bien commencer chez soi de son côté et puis petit à petit se perfectionner, prendre un coach ou non, ou aller dans les salles de remise en forme. Et donc du coup, oui, le sport sur ordonnance, mine de rien, ça avance. Il y a aussi les dispositifs d'aide à la personne. Donc on peut prendre un coach à domicile, comme on prendrait un jardinier ou une femme de ménage et se faire rembourser la moitié de la prestation. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est maintenant mis en place, qui fonctionne bien. Oui, il faut juste trouver des coachs qui proposent ce genre de prestations. Parce que c'est pas le cas de tous, enfin c'est pas automatique, c'est pas systématique, c'est aussi une démarche que tu dois faire toi en tant que coach. Oui, le sport sur ordonnance, c'est grâce au CSAMAP. Ok. Du coup, nous, on bénéficie de ça. C'est un peu comme ça, nous, qu'on s'est retrouvés dans la situation de, justement, faire appel à Nicolas. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de faire tomber aussi cette représentation, de se dire, voilà, un coach à domicile, c'est forcément hors de prix, c'est forcément inaccessible. Non. Pas forcément. Faut essayer, faut prendre contact avec les coachs, voir s'ils sont capables de faire. Il y en a plein qui veulent travailler, donc du coup, qui sont prêts à faire des efforts financiers pour coacher des gens. Et il y a une question que j'ai envie de te poser quasiment depuis que je te connais, parce que pour le coup, quand j'ai vu un peu quelles étaient tes performances, on a vu nous un peu sur les réseaux les traces que tu as laissées, comme on en laisse tous sur le. Et je me dis, quelqu'un qui a été pour soi un peu comme dans la quête de la performance toujours, est-ce que c'est compliqué de se retrouver avec des gens qui partent de beaucoup plus bas, enfin tu vois, des gens qui ont très peu de compétences sur le plan physique? Est-ce que ça a été compliqué pour toi, ne serait-ce que d'abord techniquement, de réévaluer un peu ta manière de voir les choses? Et je sais pas, est-ce que ça a été un enjeu ou pas du tout? Non, pas du tout. Je dirais que justement la quête de performance, elle est un peu gommée parce que maintenant que je coach les gens, que je les fais progresser, j'ai moins besoin moi d'être dans la performance. C'est comme si je m'étais un peu apaisé de ce côté-là parce que je suis un vrai coach, je vais vraiment progresser les gens, je vois des vrais progrès, je les fais vraiment progresser dans leur santé et du coup j'ai moins besoin moi de me mettre dans le rouge dans le sport ou de me fixer des objectifs de performance. Et est-ce qu'on peut dire, tu me vois peut-être un peu venir, mais est-ce qu'on peut dire que cet apaisement il est aussi par rapport à l'image que tu as de toi aujourd'hui? Ça y est, t'es enfin en accord? Je suis plus en accord. Je suis beaucoup plus en accord aussi avec mon équilibre familial, mon équilibre professionnel. Du coup, des appels si on m'appelle à 22h, ce sera un client. Je peux choisir de pas répondre ou de répondre ou de le rappeler le lendemain. Je gère mon emploi tout simplement et c'est quand même vachement appréciable d'être son propre patron. Aujourd'hui, maintenant, avec tout ça, comment tu gères l'équilibre entre la vie perso et la vie pro avec ce parcours? C'est beaucoup plus simple, en fait, en étant son propre patron, de pouvoir gérer ça. Donc, la semaine dernière, la nounou était en congé. Du coup, je peux faire les aménagements qui me permettent de garder mon fils sans que ça pose trop de problèmes. Cette démarche-là que tu as engagée, si on regarde tout ce parcours que tu nous as raconté, est-ce que tu as toujours eu le sentiment de devoir faire les choses tout seul, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont marqué ton parcours, des gens qui ont vraiment été là et qui t'ont donné un coup de main, qui t'ont soutenu? Ma femme m'a vraiment beaucoup soutenu. Elle a toujours cru en moi. Tu as eu besoin aussi quand même d'avoir un moment? Oui, ça a été vraiment un appui parce que j'ai pas mal douté. C'est pas facile de se lancer tout seul comme ça. C'est ça, même si au bout d'un moment le travail commençait à me peser, c'était quand même une sécurité financière qui est quand même agréable. Et ça n'a pas été simple de sauter, mais finalement le soutien de ma femme, la construction du projet par le bilan de compétences, par la conseillère en évolution professionnelle, par la transition pro, c'est des choses qui sont carrées mais qui permettent vraiment d'affiner son projet et d'avoir vraiment quelque chose de concret. Donc c'est
je peux vraiment, voilà, je profite pour remercier ma femme, parce que du coup, elle a vraiment été là pour me pousser, pour m'encourager, pour croire en moi. Oui, et puis ça fait toute la différence que de se dire on est tous les deux, on y va, on va faire ça ensemble, t'inquiète pas, on se débrouillera, voilà, tout le monde investit le truc, quoi. Ouais. Et justement, après que j'ai fait ma reconversion, elle a aussi fait une reconversion professionnelle. Donc elle était dans le monde elle était manageuse dans la vente, dans le luxe, et elle est passée dans les ressources humaines. Ah ouais, donc ça a été un petit peu la grande valse aussi chez vous, là. Oui. Tout le monde s'est remis en question et aujourd'hui ça va? Oui, ça va bien. Elle a retrouvé du travail aussi. Elle bosse de quelque chose qui l'intéresse. Donc on a un autre équilibre. Pour le coup, tous les deux, là, vous êtes dans une période où ça y est, les choses se sont un peu apaisées. Vous êtes passé par des moments un peu difficiles et là, c'est une reconversion réussie. Ouais, reconversion réussie. Mariage il y a 2 ans. Bébé il y a 8 mois. Donc une autre vie. Qui va bien, qui est tout mignon. Que tu emmènes partout sur les entraînements quand il n'y a pas la nounou, du coup, il y a moyen que ça fasse un sportif. On n'en sait rien. T'aimerais bien? Tu l'entraînes un peu ton fils aîné? Oui. Avec mon fils, on est inscrit dans une box de CrossFit. Donc on va s'entraîner régulièrement. Et l'avantage d'être son propre patron, c'est qu'il a des entraînements le mercredi après-midi. Et je peux prendre une partie de mon mercredi après-midi pour l'accompagner, pour être avec lui. Ouais. Je me rends compte avec mes clients que l'accès au sport, c'est pas quelque chose qui est simple, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Que souvent, le plus dur, c'est de franchir le pas de la salle, en fait. Hein, c'est de s'inscrire. Après, on n'est pas toujours bien accueilli, hein, parce que moi, j'ai eu une anecdote. Tu sais, quand j'ai eu ma période, moi aussi, où j'étais assez débordé au niveau du boulot, il y avait une salle qui s'était ouverte non loin de la structure où je travaillais. Et j'ai franchi justement la porte. Alors, il m'a fallu du temps, tu vois. J'ai un peu tourné autour en voiture pendant quelques semaines. J'en ai aussi, moi, un peu parlé à la maison, tout ça. Puis un jour, j'ai pris une respiration. Tac, j'ai ouvert la porte. Et puis, en fait, très vite, je me suis retrouvé dans une salle peu accueillante en arrivant. Puis après, très vite, aux prises avec un commercial qui m'a tout de suite pondu une espèce de programme à la fois teinté de diététique et de, je sais pas tout compris ce qui se passait. Mais enfin, très vite, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je donne un RIB, que je signe pour un abonnement et qu'il a fallu que je donne tout de suite combien je mesurais, combien je pesais. Alors que la question du poids, je peux dire que c'était compliqué à ce moment-là. Enfin, tu vois. Et ça a eu vraiment pour effet de m'entendre leur dire écoutez, je vais réfléchir. Et bien évidemment que j'ai réfléchi à rien, j'ai froissé tous les papiers qu'on m'a donnés dans la poubelle et je suis jamais revenu. C'est quand même un peu. Je comprends ce que tu dis en termes d'accueil, ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est que ça manque de bienveillance, alors que finalement, c'est la base du coaching, c'est la transmission, c'est le contact humain. Bon, Nicolas, on s'achemine vers une forme de conclusion. Je vais te poser les 2-3 questions traditionnelles auxquelles je m'attache à chaque fois. Sur quoi tu peux affirmer aujourd'hui qu'on ne t'y reprendra plus? J'ai beaucoup parlé de loyauté envers le sport, envers la salle de remise en forme, quelque part envers la hiérarchie. Et je vais reprendre une image pour répondre à ça. En fait, dans le sport, on dit souvent qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Donc une chaîne hiérarchique, c'est la même chose. Une chaîne musculaire, c'est la même chose. Donc des fois, ça peut être juste un petit maillon, je sais pas, sur le squat, un muscle qui fait rentrer le genou, qui permet donc du coup qui crée un bug. C'est la même chose sur le travail. Et finalement, quand on a des personnes qui sont vraiment trop loyales, mais finalement c'est pas bon. Donc maintenant, je pense qu'au niveau de ma loyauté, elle est beaucoup plus calée sur des choses réelles, sur ma famille. Donc du coup, je pense que je ferai plus l'erreur de faire passer mon travail avant ma famille. Est-ce que tu pourrais, toi, aujourd'hui, alors tu viens déjà un petit peu d'y répondre, mais est-ce que tu aurais un conseil clé, peut-être quelque chose, au début où tu t'es lancé dans cette carrière-là, si tu pouvais revenir voir le petit Nicolas, tu lui dirais quoi? Est-ce que tu as un conseil comme ça que tu donnerais? Mais je sais qu'à l'époque, on parlait beaucoup dans le milieu professionnel que dans une carrière, on aurait 6 professions différentes, par exemple. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais à l'époque, ça me semblait toujours trop élevé. Moi, j'avais l'exemple de mon père, donc militaire. Il a commencé en bas, il a terminé en haut de l'échelle. Donc une seule société, un seul établissement dans lequel il a fait toute sa carrière. J'aurais aimé, je pense au départ, me dire je vais rentrer dans une boîte dans l'urbanisme et puis je vais faire toute ma carrière là-bas. C'était pas pour toi. Ça n'avait pas du tout ça. Donc je pense qu'au départ, il aurait fallu
Que je prenne plus en compte cet aspect-là, que en fait j'allais atterrir dans un milieu de travail où j'allais, au début j'aurais jamais pensé que j'allais devenir coach, quoi. Donc c'est vraiment une construction. Après, je trouve ça très compliqué maintenant avec les études. On commence des études, on essaie de faire un travail, et puis finalement, est-ce que c'est vraiment ce qui nous plaît? Ce qui me plaisait quand j'étais en seconde, c'est pas ce qui m'a révélé quand j'avais 25 ans. Donc petit à petit, on construit son parcours. Et finalement, le conseil que j'aurais peut-être aimé avoir, c'est de ne pas se mettre de limites, et puis finalement, accepter les opportunités quand elles se présentent. Très bien. Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir? Quels sont tes projets pour le futur? Donc j'en ai déjà plus ou moins parlé. J'aimerais bien continuer à développer le sport sur ordonnance et aussi à prendre plus de part dans la formation des futurs coachs, donc les BPGEPS ou les CQP. Et pourquoi pas, à terme, si vraiment tout se passe super bien, ouvrir un organisme de formation pour pouvoir vraiment former les coachs avec les profs que j'aurais choisis, avec les contenus, en respectant toujours les programmes qui est défini par le diplôme, mais en pouvoir ajuster ça. Donc finalement, aller encore une étape plus loin que je touche pas du tout du doigt actuellement, quoi. On va pas relancer la conversation là-dessus, mais la formation pour toi, c'est vraiment un des maîtres mots de ton parcours. Tu es toujours en formation. Oui, en fait, c'est un peu un mantra que je garde en tête, c'est que chaque journée est une opportunité pour progresser, ne serait-ce que d'1%, et qu'il n'est jamais trop tôt pour se remettre jamais trop tard pour se remettre dans le sport. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous raconter tout ça. Merci de m'avoir laissé la parole. Écoute, c'était très intéressant, ça m'a fait bien plaisir en tout cas d'aborder tout ce parcours-là avec toi. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié ce podcast, faites-le nous savoir, laissez-nous un petit commentaire. Si vous avez des questions pour Nicolas, comme vous le savez, je pourrais lui transmettre. Il vous répondra, je pense, avec plaisir. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, vous connaissez l'histoire, vous nous mettez un petit pouce bleu, vous cliquez sur s'abonner, sur la cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines diffusions. Et je vous dis à très bientôt et abonnez-vous.